Voilà, bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici présents, de suivre cette vidéo, merci pour ceux qui la découvrent et je les invite, ainsi que tous les autres d'ailleurs, et à vous autres aussi chers abonnés, n'oubliez pas, enfin ceux qui sont abonnés, je répéterai pas les mêmes formules, hein, mais pour les nouveaux que je remercie d'être présents, abonnez-vous, partagez, enfin bon voilà. Faites un peu le travail en quelque sorte. Hein. Voilà, je ne vais pas toujours vous répéter les mêmes choses. Bon, j'arrive pas à ranger ma caméra ce matin. J'espère que vous allez tous bien en ce début de semaine, puisque pour vous ce sera lorsque vous verrez cette vidéo. Nous serons le lundi, voilà. Donc j'espère que pour vous, le week-end s'est bien passé, que vous avez pu vivre des petits moments agréables malgré les difficultés que nous connaissons tous ici dans ce pays de l'Hexagone. Hein. Je vais pas sans cesse jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il est vrai que, bon, que voulez-vous, l'actualité, on en parlera un peu tout à l'heure si vous voulez bien, n'est pas pour nous réjouir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, nous allons tout d'abord parler d'un roi. Voilà, je partage l'écran avec vous. Il s'agit du troisième et dernier roi robertien. Alors, nous parlerons un peu plus tard de la concurrence qu'il y a eu entre les robertiens et les carolingiens, mais bon, ce n'est pas ici le sujet pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder, je vais en parler très prochainement. Alors, qui était Raoul ou Rodolphe? Je ne sais pas pourquoi Rodolphe, enfin bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il était roi des Francs, donc, de la Francie occidentale, du 15 juin 923 au 15 janvier 936, soit 12 ans, 6 mois et 2 jours. Le couronnement a eu lieu le 13 juillet 923 à Saint-Médard de Soissons. Voilà, c'est joli, hein. Mhm. Département de l'Aisne. Alors, prédécesseur Robert Ier, on en a parlé. Successeur Louis IV. Voilà. Duc de Bourgogne, 921-923, soit 2 ans. Prédécesseur Richard le Justicier. Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je voulais pas faire ça, mais. Richard le Justicier, qui était-il lui? Bon, on voit plus rien. Dit le Justicier, né en 858 et mort en. Bon, on verra plus tard. Successeur Hugues le Noir. Waouh! Hugues le Noir, donc. Comte d'Outreson, de Mâcon, d'Autun, Abbé Laïque, d'accord. Ça existait, les prêtres laïques? Bon, je ne savais pas. De Saint-Martin d'Autun, puis duc en Bourgogne, Franck de 923 à 952. Et là, alors qui était-il, ce Richard de Bourgogne, dit le justicier? Il est né en 858 et mort en 921. Est un grand seigneur féodal considéré comme le premier des ducs de Bourgogne. Bien. Alors, biographie. Titre complet, roi de Francie occidentale, duc de Bourgogne de 921 à 923, dynastie Bossonides, c'est quoi ça? Les Bossonides. Les Bossonides sont une famille de la noblesse franque, ainsi nommée parce que plusieurs de ses membres se prénommèrent Boson. D'accord. Date de naissance vers 890, date de décès 15 janvier 936, lieu de décès Auxerre en France, père Richard de Bourgogne, voilà, on a vu, mère Adélaïde de Bourgogne, voilà, conjoint Emma de France, 921, princesse franque de famille des Robertiens, fut successivement duchesse de Bourgogne 921-923 et reine des Francs 923-934, d'accord. Enfant Louis, apparemment mort en bas âge, je ne sais pas.
Donc voilà un petit peu pour l'identité de ce roi. Les textes originaux latins appellent tous, tous et uniquement le roi Rodolphus, dit Rodolphe. Ce nom vient de la famille de sa mère Adélaïde, une Welfe de Bourgogne. C'est quoi une Welfe? Les Welfes, où l'ancienne maison Welfe forme une dynastie de la noblesse franque, remontant à l'époque carolingienne du 8e siècle. D'accord, la famille venait de l'origine du Magot et des domaines voisins, la Moselle, d'accord. Et c'est le nom de son oncle maternel, voire dessous. Raoul vient du francique Rad Conseil et Wolf Loup. Ah oui. Alors que Rodolphe vient de Rod Gloire et Wolf Loup. La similitude phonétique de ces deux noms, de ces deux prénoms d'origine germanique, a conduit à les confondre. Le roi s'appelait donc en fait Rodolphe et on l'appelle traditionnellement Raoul, quelque peu abusivement. Bon. Origine familiale, alors est-ce que c'est pas très long, hein? Raoul est un membre de la famille des Bivinides. C'est quoi les Bivinides? Les Bivinides sont une famille de noblesse franque constituée des descendants de Bivins de Vienne. Le terme de Bivinide a été introduit par les historiens allemands. Il vise à distinguer les descendants agnatiques de Bivins de Vienne des Bosonides. Bon. Descendance de Bivins, donc je l'ai dit. De plus, il est Welf par sa mère et très probablement Bosonide par sa grand-mère paternelle, oui. Il est le fils de Richard II de Bourgogne, dit le justicier, duc de Bourgogne, et d'Adélaïde de Bourgogne. Ce matin, je lis bien, tiens. Fille de Conrad II de Bourgogne, un Welf, donc. Il est le neveu de Rodolphe Ier de Bourgogne, de Charles II le Chauve par alliance, et du roi Boson de Provence. Sa mère étant en effet la sœur du roi Rodolphe Ier de Bourgogne et son père, le frère du roi Boson de Provence et de Richilde d'Ardenne. Richilde d'Ardenne, Provence, et la seconde épouse de Charles II le Chauve. D'accord. Bon, ils disent pas grand-chose. Concubine et seconde épouse de Charles II le Chauve. Il est le gendre du roi Robert Ier ou le cousin germain de l'empereur lui l'aveugle, et du roi Rodolphe II. Mais c'est le seul roi de France qui ne se rattache pas directement à l'une des trois grandes familles royales franques, les Mérovingiens, les Carolingiens et les Robertiens. Mais c'est le seul roi de France qui ne se rattache pas directement à l'une des trois grandes familles royales franques, les Mérovingiens, les Carolingiens et les Robertiens. Quoique l'hypothèse ait été avancée que Raoul pourrait se rattacher agnatiquement à la lignée de Jérôme, fils de Charles Martel, et donc appartenir à une branche collatérale des Carolingiens. C'est cependant lui, beau-frère du Robertien Hugues le Grand et gendre du roi Robertien Robert Ier qui est élu roi des Francs. Alors la session au trône en 921, il succède à son père et devient duc de Bourgogne, comte d'Auxerre, comte d'Autun et d'Avalon, abbé laïque de Saint-Germain d'Auxerre et de Sainte-Colombe de Saint-Denis-les-Censes. Il épouse Emma, fille du roi Robert Ier et sœur du duc des Francs Hugues le Grand. Emma est aussi la demi-sœur d'Adèle, l'épouse du comte Herbert II de Vermandois, à la mort de Robert Ier à la bataille de Soissons le 15 juin 923. Les grands du royaume, ne voulant pas rendre la couronne à Charles III le Simple, le choisissant pour roi. En effet, son beau-frère Hugues le Grand a refusé le titre de crainte d'abandonner ses comtés et de perdre ainsi son influence sur les grands. Bon, le 13 juillet 923, Raoul est sacré à l'abbaye de Saint-Médard de Soissons. Il y a des manques, hein, oui, comme je vous le dis. Hein. Alors, le Vermandois, c'est quoi le Vermandois?
1260, d'accord, ils disent pas grand-chose. Alors, début du règne, contesté et lutte contre les envahisseurs normands. Entendez par les Normands les Vikings, chers amis, excusez-moi de me répéter, mais 923 et 929. Alors, est-ce que c'est long? Non. Alors, pendant les premières années de son règne, Raoul, malgré les réelles qualités, rencontre des difficultés pour se faire reconnaître comme roi par les grands vassaux, d'autant que Herbert II de Vermandois dispose d'un moyen de pression précieux dans la mesure où il retient prisonnier Charles le Simple depuis le 17 juillet 1923 et menace régulièrement de le libérer. En 924, il est contraint de combattre sur les bords de l'Oise les Normands de Rollon, fréquemment appelé Rollon, né en, d'accord, est un seigneur viking, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein. Oh, bon sang, on devient, alors, non, bon. En 924, il est contraint de combattre sur les bords de l'Oise et les Normands de Rollon que Charles III le Simple avait appelé à son secours avant qu'Herbert II de Vermandois ne le fasse prisonnier. Poursuivi jusqu'en Normandie, Roland demande à négocier la paix. En échange de l'arrêt de ses incursions, il reçoit Liémois et le Bessin. Liémois, c'est quoi ça? C'est quelle région? Est un comté médiéval normand, d'accord, et le Bessin aussi, certainement. Gaulois était. Le Bessin est un pays de la Normandie, autrefois appelé Pagus Baiosensis, ses habitants gaulois. Ouais, oui, nous y sommes. Hein. La vérité, elle sort quand vous cherchez, quand vous grattez un petit peu. Alors que Raoul est retenu dans la France du Nord, le 6 décembre 924, les comtes Garnier de Sens, Namassès de Dijon, avec les évêques Jocelyn de Langres et Anse-Guise de Troyes, infligent une sévère défaite à Raguenold de Nantes. Ah, il était roi viking lui? Ah oui, d'accord. Il est un chef viking, d'accord, qui constitue une petite principauté scandinave à Nantes, d'accord, bon. Autre chef viking qui, après s'être aventuré jusqu'en Bourgogne, se retirait vers le nord, chargé de butin à la bataille de Kalosmos. Non, il n'y a rien. Lui, qui est peut-être Chalmont, entre Milly-la-Forêt et Barbizon. Alors, Milly-la-Forêt, c'est en Ile-de-France, je suppose. Si je ne me trompe, voilà. Au château, pardon, sur la rivière du même nom dans la Nièvre ou encore l'embouchure de l'Arconce. Est une rivière française, d'accord, affluent de la Loire. En rive droite, elle traverse la partie sud-occidentale du département de Saône-et-Loire, en région de Bourgogne-Franche-Comté, d'accord, et plus précisément de le Charolais et le Bayonnais, d'accord. Près où lui dit Carreau, devenu depuis Carouge. Alors Carouge, c'est quoi? Est une commune française située dans le département de l'Orne, en région Normandie, d'accord. D'accord. Bon. Au cœur de l'été 925, Raoul réussit à rassembler une grande armée pour combattre les Normands qui ont une nouvelle fois rompu la paix avec l'aide d'Herbert II de Vermandois, d'Ergold de Ponthieu d'Arnould, de de Flandre. Excusez-moi, Ponthieu. Un évêque. Ouais, d'accord. Et là. Bon. Et de son. Ah non, c'était un roi. Dit aussi Arnould le Grand, Arnould riche, ou encore fils de Baudouin de Flandre, d'accord, fut comte de Flandre, puis son fils, d'accord. Et de son frère Adalolphe de Bourgogne, il remporte ainsi à eux, c'est où ça, eux?
est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie, d'accord. Une grande victoire qui fait de nombreuses victimes dans les rangs ennemis. Mais l'année suivante, les Normands mettent à mal Lost. C'est où Lost? Pour se désigner l'armée en campagne à l'époque féodale et le service militaire que les vassaux devaient à leur suzerain au Moyen-Âge, d'accord. L'Ost royal à la bataille de Falkenberg sur la. Voilà, excusez-moi, Falkenberg. Ou de France, d'accord. Là aussi dans la mer du Nord. Près de Thérouanne, entre Saint-Omer et Montreuil. Au cours de cette bataille, tandis que le comte Elgod de Ponthieu est tué, Raoul est si grièvement blessé qu'il est contraint de fuir les combats et de regagner Laon. Les vainqueurs ont le champ libre pour piller le pays jusqu'aux frontières de la Lorraine. On dit que les... Bon, moi je ne suis pas d'accord avec le terme de pillage, mais enfin bon. Après la mort du comte Roger Ier de Laon, d'accord, survenu en 926, Herbert II de Vermandois revendique le comte Lannoy, donc de Laon, pour Eudes, son fils aîné. Il s'y établit contre la volonté initiale de Raoul, qui finalement cède dans la crainte qu'Herbert II de Vermandois ne libère Charles III le Simple, qui le retient toujours prisonnier à Péronne. Cette crainte disparaît le 7 octobre 1929, jour qui voit la mort de l'ex-roi Charles III le Simple après plusieurs années de captivité. Alors, bon, on va pas trop s'arrêter là. Consolidation du royaume, lutte contre les dernières invasions. Ah, si, peut-être. En 930, Raoul reçoit l'hommage de Guillaume Ier de Normandie. Guillaume Longue Épée, fils et successeur de Roland, son père. Il doit cependant pour cela lui octroyer au Tintin. Cette même année, Herbert II. Bon, là, je ne vois pas trop là. Je continue pas. Alors en 935, il met en déroute un autre envahisseur venu de l'Est, les Hongrois, qui font leur apparition en Champagne et en Bourgogne. À partir de cette date, le royaume sera temporairement épargné par les invasions. Bon, d'accord. Ouais, bon. Mort et inhumation, bon voilà, je vous laisse regarder le reste, chers amis. Bon, les notes après, c'est pas très intéressant. Voilà un petit peu, mes amis, où je voulais revenir en ce jour. Hop. Alors, je vais faire quelques recherches ici parce que... Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je ne sais pas si j'ai gardé quelques éléments pour vous offrir un peu d'informations, enfin un petit peu d'actualité. Ah, que voulez-vous que je vous dise, chers amis, hein, c'est pas toujours simple. Faire l'histoire des rois, c'est bien, j'aime bien, mais il y a beaucoup. On parle pas de Ragnarok, on parle pas de Hastings, du roi Hastings qui était le plus grand héros, plus important que Ragnarok. D'ailleurs, le seul dont il est fait mention, un petit peu dans l'histoire de notre pays, l'Hexagone, à la limite, c'est Ragnarok, dont il parle beaucoup. Mais le plus grand héros viking, c'était Hastings. Bon, moi je vous invite à aller sur la chaîne de Oleg de Normandie, voir ses vidéos, si elles y sont encore, je pense que oui, je pense il les a sauvegardées certainement. Vous verrez que là vous aurez de quoi vous remettre en question tout ce qui est dit, y compris là ce que je vous dis. Hein. Moi ce que je vous dis, ce sont qu'à partir des sources officielles de Wikipédia, qui eux-mêmes prennent leurs sources officielles dans les écrits, ma foi, d'historiens de couleur religieuse ou de religieux, d'évêques, de moines, de prêtres, hein, vous voyez. Donc, bon, ces historiens, bien sûr, bon, sûrement que de bonne foi, ils ont voulu faire une histoire, mais qui, moi, ne me satisfait pas. Parce que, au vu des découvertes,
au vu des découvertes de ce que l'on sait, euh, alors, comment dire, au vu de ce qui se passe chez nous, enfin de ce qui s'est passé à l'époque médiévale et avant, donc dans l'Antiquité gauloise, gallo-celtique, comme je dis, hein, en fait, les Vikings, les Celtes d'abord, les Vikings ensuite au 8e et 9e siècle, ne se sont pas laissés battre facilement. Et ça, je vous dis que les derniers Vikings ont été enfin ils ont été éliminés complètement, je dirais, sous Louis XIV. Oui, ça remonte déjà loin, hein, ça remonte bien plus loin que le 9e siècle, hein. Après, bon, ils ont été massacrés ou convertis, bon ça, convertis de force évidemment, hein, parce que dans les royaumes occidentaux de la Francie, enfin bon, enfin bref, de l'Hexagone, si vous voulez, et de tous les pays occidentaux qui étaient sous la monarchie, il fallait pas rester païen ou enfin païen. Euh, Même s'ils le restaient secrètement, mais ils se sont convertis, ou bon, par la suite peut-être, mais ils ont quand même laissé des traces dans la pierre, et ça, j'en parlerai un petit peu après. Ou même maintenant, tenez. En fait, les gravures sous la pierre, sur la pierre, bah, c'est les basiliques, les cathédrales qui portent le nom de Notre-Dame. Vous avez des signes d'Odin, des signes bien précis de l'odinisme qui se cachent dans les pierres. Mais ça, je vous dis, allez voir au lac de Normandie ou alors allez faire vos propres incursions dans les cathédrales, les basiliques, notamment Notre-Dame de Chartres à Chartres ou Notre-Dame de Paris ou à Compiègne. Bon, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez observer des signes si vous faites bien attention à l'intérieur des églises ou à l'extérieur surtout. Vous voyez quelques signes odiniques, ce sont des messages que les bâtisseurs ont laissés. Alors, où je voulais en venir là? D'accord. Alors, il y a. D'accord. Comment utiliser d'abord? Comment acheter une rune? Bon, j'ai pas beaucoup d'actualité à vous donner, chers amis. Ah oui, Lucide. Je voulais vous parler un petit peu de Lucide. Bon, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, on n'entend pas tellement parler de Lucide. Je vais arriver là. Voilà. Lucide, alors je vais partager la page avec vous, bien sûr, hein, évidemment. Voilà, sous le feu de la critique, des projets transgenres et inclusifs, mais on en a parlé, je crois. Mais enfin, particulièrement, des dons que l'USAID a reçus, comme Georges Soros, Bill Gates, vous voyez. Et là, il y a à peu près 95% du personnel qui ont été carrément licenciés par la Maison Blanche, hein, en tout cas par l'administration de Donald Trump, parce qu'il se trouve que, bon, l'enquête se poursuit, hein, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, l'enquête se poursuit concernant ce qui s'est passé depuis des années dans cette agence, comment ça s'appelle, hein, décidément, l'agence internationale, voilà, hein, donc la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, ah oui ça je l'ai lu, bon je l'avais lu déjà. Je vais revenir un petit peu sur la page d'accueil de ce média-là, 4-4-2 de Marseille. Voilà, ça c'est la vidéo de l'épisode 3 concernant l'affaire du couple Macron. Alors je vous laisse le soin de regarder par vous-même, de vous faire votre propre opinion à travers ce qu'elle révèle. Ce qu'elle révèle, c'est ce que nous savions, nous qui sommes déjà au courant depuis pas mal de temps. Mais elle s'adresse surtout dans son milieu, hein, c'est-à-dire le milieu anglo-saxon, où le monde découvre un petit peu la face cachée de notre pays, finalement, des dirigeants de notre pays.
Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais enfin Raymond, tu n'arrêtes pas d'en parler, tu as l'air d'être vraiment... Non, je ne suis pas plus intéressé que ça, je ne fais que transmettre. Je ne fais que rapporter ce que je vois, ce que j'entends. Et je le fais avec beaucoup de prudence et de justesse parce que, en évitant certains mots, parce que YouTube, ça leur plaît pas, vous savez, hein. Voilà, une vidéo surréaliste où Macron avoue être extrêmement complexe et pervers. Bon, vous voyez, on va un petit peu l'écouter, on va le laisser parler, non? Attendez. Oh, bon, je ne sais pas si ça vaut la peine, mais je crois que vous le savez, donc il n'y a pas besoin de l'écouter. La face cachée de l'antisionisme occidental, Lucien Cerise, bon, ça, c'est une enquête. Une émission, influence préoccupante de Bill Gates, la Russie remet en question son adhésion à l'OMS. Alors là, on va aller un peu ici, parce que, bon, la plupart des médias sont russophobes, comme vous le savez, hein. Depuis 2022, on a rompu les relations diplomatiques, même s'il y a encore une ambassade et un consulat de Russie dans notre pays, l'Hexagone. Néanmoins, il n'y a plus de ligne directe Paris-Moscou, par exemple. Il faut passer par la Chine, hein, pour ceux qui veulent se rendre à Moscou dans d'autres régions de Russie, hein. Je vous le dis tout de suite, il faut passer par la Chine. Enfin, il me semble. Il me semble. Alors, influence préoccupante de Bill Gates, la Russie remet en question son adhésion à l'OMS. Le 6 février, Piotr Tolstoï, donc arrière-petit-fils du grand écrivain, poète, grand écrivain Tolstoï, hein, pour les connaisseurs de littérature, vice-président de la Douma, a appelé à une enquête approfondie sur les activités de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Russie. Oui, l'OMS aussi était arrosée par l'USAID, hein, en quelque sorte. Cette demande fait suite au retrait récent des États-Unis et de l'Argentine de l'OMS. Tolstoï a exprimé des préoccupations concernant l'influence des donateurs américains, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, sur l'organisation. Il a suggéré que la Russie pourrait suspendre ou même résilier son adhésion à l'OMS pendant la durée de l'enquête. Voilà. Alors, euh, que dit Piotr Tolstoï d'ailleurs? Il dit pourquoi la Russie s'accroche-t-elle désespérément à son adhésion à une organisation qui appartiendra bientôt entièrement à un homme à la réputation très douteuse en matière de santé publique. Il parle de Bill Gates, hein, je rappelle. Financement de l'OMS, une dépendance aux contributions volontaires. L'OMS est principalement financée par des contributions volontaires qui représentent plus de 80% de son budget. Ces contributions proviennent non seulement des États membres, mais aussi de partenaires privés comme la Fondation Gates. Cette dernière, ainsi que l'Alliance mondiale pour les vaccins, et l'immunisation, le GAV, ont versé plus de 1,3 milliard de dollars à l'OMS. Pour la Russie, cette dépendance financière soulève des questions sur l'indépendance de l'organisation face à des riches donateurs. Allez, aussi, Trump signe un décret qui retire des États-Unis. D'accord. Retrait des États-Unis et de l'Argentine, une remise en question de l'OMS. Voilà, hein, la Russie face à un choix stratégique. Piotr Tolstoï sur son canal Telegram, il dit ceci. Pour rappel, les États-Unis, voilà, pour rappel, les États-Unis sont le principal sponsor de l'OMS. En troisième position en termes de dons se trouve la fondation Bill et Melinda Gates, précisément. En quatrième position, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, dans laquelle la fondation Gates a joué un rôle prépondérant au cours des 10 dernières années, investissant plus de 4 milliards de dollars parmi les partenaires de Gavi, donc l'agence pour les vaccins, je rappelle, hein. On trouve également la Banque mondiale et les fabricants de vaccins. D'accord. Après le retrait des États-Unis de l'OMS, son principal sponsor
les structures différées à Bilguette deviendront, en tenant compte des parts combinées, des ports ou des parts, des ports combinés, d'accord, le principal financeur de l'organisation. Je me pose la question, pourquoi la Russie s'accroche-t-elle désespérément à son adhésion à une organisation qui appartiendra bientôt entièrement à un homme à la réputation très douteuse en matière de santé publique? Il est temps de mener une enquête approfondie sur les activités de l'OMS en Russie. Pendant la durée de l'enquête, l'adhésion de la Russie devrait au moins être suspendue. Mieux encore, il serait préférable de lui dire adieu définitivement. Bon, ça, évidemment, c'est la position de la Russie, je le rappelle. Et on devrait en faire de même, nous autres, le pays de l'Hexagone. Mais bon, c'est pas la peine de se poser la question. Hein. Bon, alors on l'a vu, le scandale Bayrou, pédophilie étouffée dans un lycée catholique. Bon, je vais pas me répéter. Hein. C'est le titre. Hein. Moi, je ne fais que rapporter ce que je lis, chers amis de YouTube. Hein. Ne commencez pas à me traiter, à me taxer de ce que je ne suis pas. Alors, Brigitte in the Mix, la première dame, joue au DJ pour les enfants handicapés. Ah oui, ça, je ne sais pas ce que c'est. Gabriel Attal avoue qu'il était une serpillière quand il était Premier ministre. Bon, mais ça aussi, pourquoi t'as accepté le poste alors, cher ami? Gageure, bon, ça c'est quoi ça? D'accord. Mort d'un enfant de 11 ans, ces tendances TikTok folles qui les mènent aux urgences donc du journaliste Fabien Moine. Alors évidemment, pour les jeunes, pour vous, chers parents qui m'écoutez, bon, je pense que vous êtes assez sages et aguerris, prévenus que les réseaux sociaux, Internet même d'ailleurs, hein, puis la télévision, si vous voulez, sont des médias qui peuvent s'avérer très instructifs quand on est des adultes. Hein, on fait son choix, on a le libre arbitre, mais un enfant n'a pas le choix. N'a pas le libre arbitre, je veux dire. Il ne peut pas choisir. Il n'a pas, si vous voulez, les capacités suffisamment éclairées pour pouvoir prendre des positions. Nous sommes bien d'accord. Alors, une vidéo surréaliste où Macron avoue être extrêmement complexe et pervers. C'est lui qui le dit, hein, ma foi. Laissons-lui le soin d'avouer ce qu'il est ou il n'est pas. Bon, moi, je fais que répéter, je fais que rapporter ce que je vois. Hein. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, voilà. Alors ici, bien sûr, c'est un homme. Je pense que c'est lui. Hein, comment il s'appelle Christian Gotten. Il a porté plainte justement contre le couple présidentiel de l'Élysée. Voilà. Avec un célèbre avocat, maître Philippe Labattu, hein, c'est ça. Donc si je ne me trompe pas, il a porté plainte, je ne sais pas où ça en est, mais enfin, ça fait des années qu'il poursuit des enquêtes, pas que sur le couple présidentiel, hein, même sur d'autres affaires qui touchent de près ou de loin le pouvoir. Voilà. Alors, courage à lui, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, Erwan Davout, Frexit, d'accord. Bon, pas grand-chose aujourd'hui, ça on a vu. Voilà, bon. Parfait, chers amis. Voilà, écoutez, je ne vais pas davantage poursuivre ces deux vidéos. Non pas que je m'ennuie, loin de là, chers amis, mais je suis obligé d'abréger pour pas être trop long et pour pas non plus... Voilà mes amis, donc nous avons fait un peu le tour ce matin de l'actualité. On a fait le tour aussi de ce roi Raoul. Alors je répondrai à la question comment dire, dans la partie communautaire, je crois. Ou je vous le dis, si vous voulez, à vous qui m'écoutez en direct. En fait, il y a eu 3 rois robertiens, voilà la réponse. Hein. Il y en a eu 3, et pas plus, pas de plus, pas de moins. Du moins dans l'histoire officielle, je ne sais pas si c'est... Voilà, moi je ne me fie que ce que je lis, hein. Je rapporte que ce que je lis. Par contre, les commentaires sur les Vikings, je vous l'ai déjà dit. Alors moi je prends mes sources ici
à Pagan TV, la chaîne Pagan TV de Lec de Normandie, et de Esprit Viking, toujours du même directeur, hein, au Lec de Normandie donc, concernant les extraits, les éléments que je vous donne. Bon, si vous voulez approfondir la question sur les Vikings, sur la véritable, j'allais dire genèse ou généalogie, non, enfin sur la genèse, sur les combats des Vikings, allez voir sa chaîne. Il donne des noms d'historiens, il donne des sources, hein, tout simplement, qui sont très approfondies, je dois dire, et d'une justesse vraiment comparable, je ne sais pas à quoi, hein, à l'horlogerie suisse, hein, si vous voulez. Non, c'est vrai, il a une façon de traiter l'histoire, notamment des Vikings, des Celtes, qui vraiment lui font honneur. Après, moi je vous l'ai dit, depuis un an, il a changé. Il a, bon, je sais pas, il a un petit peu modifié certaines positions, alors qu'auparavant il les avait un petit peu bousculées, même beaucoup. Et tout d'un coup, il est arrivé à dire: ah, ça y est, j'ai eu la lumière. Bon, vous voyez, des fois les hommes, étant ce qu'ils sont, même de bonne foi, même d'excellents chercheurs, découvreurs, historiens. Alors, Lec de Normandie, à la base, il est ingénieur, hein, il est historien, comment dire, en plus de. Il est historien officiellement, je ne sais pas, en tout cas, il est historien, ça fait depuis très longtemps qu'il était parti sur les traces notamment des pyramides, des cathédrales, des basiliques, et de la recherche de la religion primordiale de notre civilisation à nous, Gaulois, celto-gaulois, la religion d'Odin, l'odinisme, et il est parti pendant longtemps, enfin longtemps, en plusieurs étapes, en plusieurs fois. Il est parti jusqu'en Irlande, en Angleterre, à Stonehenge notamment, où il parle de la relation gravitationnelle, si vous voulez, entre Stonehenge et les pyramides pas de Khéops, je ne sais plus laquelle, enfin en Égypte. Allez voir ces vidéos, je vous dis, hein, vraiment, j'en fais un peu la publicité parce que malgré que bon, je ne suis plus du tout, voilà, je suis depuis peu de temps, je ne suis plus d'accord avec ce qu'il fait, mais ce qu'il a fait, oui, mérite votre attention, chers amis, parce que c'est une longue période de vidéos qu'il a faite, enfin longue, hein, qui vraiment mérite toute votre attention. Je ne vous le cache pas, c'est quelqu'un, il mérite votre attention si vous êtes curieux d'histoire empirique en fait, hein, avant même la période médiévale et jusqu'à la période médiévale où les derniers vestiges, la cathédrale de Chartres, de Paris, la cathédrale de Paris, comment il en parle par rapport à l'alignement là aussi transversal avec l'Égypte, enfin certains monuments des pharaons, si vous voulez. Bon, il ne vous parlera pas des découvertes de Napoléon, des pharaons, pardon. Mais il vous parlera de ce que sont les pyramides, pourquoi le Sphinx, quelle était l'origine du Sphinx, parce que le Sphinx tel qu'on le connaît aujourd'hui, sa tête, c'est pas la tête d'origine de la toute première construction du phénix. Voilà. Ça, allez voir, je vous dis, au Lec de Normandie, vous allez en apprendre vraiment de très 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 bonnes. Et vraiment du très lourd. Hein. C'est vraiment du lourd. C'est du lourd, du lourd, du lourd. Alors pourquoi j'en fais la pub? Parce que pas grand monde en parle. Il est pas enfin, il est relayé un petit peu. Bon, il y a certains qui le relaient, bien sûr. Mais en général, très peu. Hein. Faut dire ce qui est. C'est quelqu'un qui a été longtemps menacé, pas poursuivi juridiquement, non. Enfin là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été poursuivi, insulté par la thèse officielle, parce qu'il a remis en cause la religion, qui parle de l'histoire de l'Égypte, des pyramides, d'une manière très édulcorée, évidemment, un petit peu comme l'histoire de nos rois. Vous voyez, que je vous lis, que je vous raconte. C'est pour ça que je fais une parenthèse à chaque fois quand je peux. Je fais une parenthèse sur les Vikings, par exemple. Et je ferai d'autres parenthèses lorsqu'on arrivera au roi capétien jusqu'au roi Louis XVI.
je ferai des parenthèses, peut-être pas autant de roi Louis XVI, mais enfin, si, peut-être un petit peu, pour d'autres motifs d'ailleurs. Ce sera avec Louis XVI, on parlera de la révolution industrielle. Bon, j'anticipe pas sur la chose, peut-être vous êtes au courant, j'espère pour vous, sinon nous en parlerons un petit peu. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour en finir, chers amis, enfin, pour ne jamais conclure, on va dire que ce qui se passe dans notre pays, dans notre civilisation occidentale en général, c'est que, bon, la religion d'Odin, vous les avez aussi en Chine. C'est les monks. M-O-N-K. S au pluriel, bien sûr, les monks. Les monks, c'est une civilisation, très minoritaire, mais enfin bon, mais quand même représentative dans le pays de la Chine, acceptée, tolérée par le pouvoir, et tant mieux. C'est des gens qui ont aussi les mêmes pratiques que les odinistes occidentaux de l'Hexagone, par exemple, ou de l'Irlande, ou de l'Écosse, ou d'Angleterre. Je ne sais pas si en Angleterre, il y a encore des gens qui gardent les anciennes traditions. Alors, je vous parlerai aussi de Jeanne d'Arc, mais ça on en parlera quand on sera au XIIe siècle, XIIIe siècle, pour l'instant c'est pas le moment. Quelle est la longévité des Vikings? Ça s'est pas arrêté au Xe siècle, hein, au IXe ou Xe siècle, contrairement à ce on veut vous faire croire. C'est pas ni les Carolingiens ni les Robertiens qui ont mis fin, on va dire, et encore, les Vikings n'ont pas été vraiment finis avec Louis XIV, si vous voulez, parce que même encore après lui, les maçons qui se sont... Alors, c'est là qu'on parlera des loges maçonniques, mais comme dans sa première version, non pas la version officielle que vous connaissez aujourd'hui, la version des bâtisseurs ou des francs-maçons, de la franc-maçonnerie, c'est pas la franc-maçonnerie que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, elle appartient à un courant, euh, on va dire, philosophique ou philotropie, oui, philosophique, d'Anselme, Anselme étant le fondateur de la loge maçonnique, hein, en Angleterre. Il y a aussi Wishart qui lui est le fondateur, mais là j'anticipe un peu. Hein. Wishart qui est le fondateur des Illuminati de Bavière, mais bon, on en parlera plus tard. Et tout ça, et les bâtisseurs, si vous voulez, les premiers bâtisseurs, les premiers francs-maçons, c'était des organisations, on appelait ça des corporations, parce qu'au temps des rois jusqu'au roi Louis XVI, jusqu'à la Révolution, il y a eu des corporations dans chaque métier. Dans les métiers de l'époque, jusqu'aux maçons, aux peintres, aux barbouilleurs, tous ces gens-là, les menuisiers, les vitriers, enfin tout ça, ils avaient leur corporation. Et les corporations, il y avait un seigneur, un représentant, un grand patron si vous voulez, et certaines de ces corporations faisaient partie de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Alors c'est pas la franc-maçonnerie comme nous la connaissons aujourd'hui, avec ces philanthropies, voilà j'y arrive, ces philanthropies droits de l'homiste, non ça n'a rien à voir du tout. C'était simplement pour regrouper les constructeurs, les bâtisseurs, les artisans, les commerçants de l'époque. Voilà, c'était tout ça, ça n'avait rien à voir. Et puis, c'était basé sur la religion chrétienne. Alors aujourd'hui, vous allez me dire aussi, oui, mais vraiment, le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, sont tous chrétiens. Oui, oui, bien sûr, parce ils ont été pénétrés par le Vatican. Et bien sûr, c'est pas le contraire. Les catholiques disent que c'est le contraire, ils disent que l'Église a été pénétrée, comment dire, infiltrée par la franc-maçonnerie, c'est le contraire. Voilà. La fin de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, des corporations médiévales et jusqu'à la Révolution, c'était la franc-maçonnerie, voilà, qui était axée sur la foi chrétienne. Tandis que la franc-maçonnerie versus Dodlomiste, qui d'ailleurs a balayé d'un revers de main l'ancienne franc-maçonnerie, ils l'ont récupéré et puis ils ont éliminé, bien sûr, ils ont éliminé les anciens dirigeants de la première franc-maçonnerie. Ça, faut le savoir.
Voilà, chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de la franc-maçonnerie, parce que vous allez voir que ça a son importance, non seulement dans le déroulement de l'histoire chronologique que nous lisons ensemble, mais en même temps, on parlera des constructions de monuments, de châteaux, de remparts, d'églises, de cathédrales, de basiliques, de couvents, de monastères. Enfin, vous verrez, on en parlera. Et je vous dirai quelques mots au passage sur qui est, non pas qui étaient les bâtisseurs, mais qui sont les bâtisseurs en fait de ces périodes. Je vous le dis, jusqu'à la Révolution. Après, voilà. Et vous avez encore, même au 19e siècle, vous avez un certain Victor Hugo, notamment, et pas que lui, hein, je pense, mais enfin le plus célèbre c'est lui, qui parle des bâtisseurs encore. C'est le seul. Allez voir le film ou lisez le roman Notre-Dame de Paris. Alors, allez voir aussi Oleg de Normandie qui en parle très bien de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame d'Odin, comme il l'appelle, hein, parce qu'en fait, la cathédrale de Paris était odinique au départ. Mais enfin bon, la plupart des églises, parce que église veut dire assemblée, assemblée des peuples, hein, je vous en dis quelques mots tout de suite, j'espère Oleg que tu m'en veux pas de parler de ça. Je renvoie quand même vers toi pour plus de précision et d'éléments complémentaires sur ce que je dis. Hein. En fait, l'assemblée, c'était des assemblées, ils ont pris ce terme-là, l'église, c'est ecclésio en grec. Hein, donc vous voyez, ça remonte très loin. Les assemblées, c'était sous les Grecs, les Romains aussi peut-être, hein, mais surtout les chrétiens qui se taxent d'avoir des églises pour rassembler le peuple. Oui, mais version romaine, et non pas version grecque ou plus ancienne encore. Voilà, chers amis, on arrête là de bavarder, parce que je pourrais passer énormément de temps avec vous. Là, j'enlève, voilà. Est-ce que j'ai mis ici? Non, ça c'est l'histoire, ça c'est quoi? C'est moi. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, chers amis, voilà. Je l'avais gardé pourtant. Attendez, là. Ah. Bon, ben alors, on y revient. Ah oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que, bon, ça c'est une actualité américaine, hein, ça nous concerne un petit peu quand même. Les Américains sont en train de faire le ménage face au FBI. Bon, alors là, oui, je viens de voir à l'instant une anecdote enfin, sur Bing, mais je me méfie parce que... tiens, il y a 25 minutes. Alors, nous allons mettre... Je vais mettre en même temps que je vous parle le générique, chers amis. Comme ça, nous allons écouter ensemble cette musique que j'aime beaucoup. J'espère que c'est votre cas. Voilà, on va la mettre ensemble. Voilà. Cette jolie mélodie.